Bonjour à tous. Bon, je reprends mes petits cours parce que je pense que c'est intéressant de les faire sous ce format et puis ça permet que ce soit un petit peu interactif. Enfin, c'est plus facile, je pense, de regarder et d'écouter que de lire. Donc, déjà, on n'attire pas les mêmes zones du cerveau, donc ça, ça a un côté assez interactif au niveau des connexions du cerveau. Voilà. Donc je voulais reprendre par rapport à ce que je vous avais envoyé sur tous les jeux psychologiques et notamment le triangle, à savoir le sauveur, victime, persécuteur. J'ai envoyé à pas mal le petit test pour savoir dans quel type de jeu il se situait. Donc j'ai eu quelques retours effectivement, donc voilà. Moi je voulais reposer un petit peu un éclairage et puis continuer dans ma lancée à vous faire un petit peu mettre en avant les jeux qu'on peut rencontrer, autres que ce triangle qu'on connaît tous effectivement, parce qu'il est passé un peu dans le classique. Mais ça, c'est une grande catégorie, on va dire, qui est récurrente chez tout le monde. Alors, faut pas se sentir étranger, bien au contraire, c'est juste en comprendre le sens. Mais on l'a tous en nous, parce que c'est le triangle qui a été mis en avant, qui est actif chez tout le monde. Et s'il est encore actif, c'est quelque part, il n'est pas encore guéri. On peut voir les choses comme ça. Notre but sur la Terre, c'est finalement de guérir. Et de guérir quoi? Nos blessures premières ou primordiales, c'est-à-dire dans notre petite enfance. Qu'est-ce qui s'est joué? Alors, je reviens très vite dessus. Les blessures qu'on a pu avoir, ce ne sont pas forcément des blessures physiques, des choses phénoménales, parce qu'on s'imagine toujours pire. Et c'est pas du tout ça. C'est simplement qu'à partir de la naissance jusqu'à la construction logique du cerveau, l'enfant ne réagit que dans l'émotion. Il n'a pas encore la capacité intellectuelle d'analyser ce qui se passe, de pouvoir se reculer, de comprendre les jeux de mots. Il n'a aucune intention parce la seule émotion qui l'anime, c'est la joie. Donc pour lui, le bien et le mal ne sont que des concepts, mais n'a aucune valeur. C'est-à-dire qu'il ne fera pas la différence entre apporter de l'amour et tuer quelque chose, une bête, puisqu'on le voit dans la période du développement de l'enfant, ils ont une période sadique, ça c'est clair. Donc le concept de bien et de mal n'a été que construit au fil de notre société, mais à la base, il n'y a ni bien ni mal. Regardez un animal, il est capable de tuer pour manger parce qu'il y a un instinct de survie, mais il ne va pas dire si c'est bien ou mal. Un chat est capable de nous donner un coup de griffe et puis de venir faire des ronrons après. Nous avons étiqueté, mais parce que nous vivons sur du collectif et parce qu'effectivement ça avait du sens de structurer et de poser du cadre. Voilà. Donc nous, ça ce sont des concepts de société. Donc l'enfant, lui, dans son évolution, n'a pas du tout ces concepts et c'est nous, les parents éducateurs, à devoir les fournir. Alors comment ça se passe vers un enfant? Chaque fois qu'il va vivre quelque chose qu'il ne comprendra pas, c'est-à-dire que la réaction d'un parent ou d'une société, peu importe, va lui laisser une sorte de blessure. Il ne comprend pas. Il a agi d'une façon et il a le retour qui est négatif ou quelque chose qui peut le choquer. Donc nos blessures, ce sont les ensembles de chocs que nous avons reçus, mais des chocs plutôt psychologiques. Dans le paradoxe, un enfant qui a été martyrisé physiquement aura sans doute beaucoup moins de séquelles. C'est le paradoxe, effectivement. C'est plutôt toutes ces blessures émotionnelles, et s'il y a encore émotion, c'est qu'il y a incompréhension. Dès que nous sommes dans une émotion, nous sommes dans une incompréhension. Nous avons une idée et ce qui nous est présenté ne correspond pas à cette idée. Donc il y a un désaccord entre l'extérieur et l'intérieur. Donc tout ce qui remonte dans notre adulte, dans l'émotion, est un morceau de cet enfant qui est resté dans son incompréhension. D'où cette création de jeux, parce que les jeux, on l'a bien vu, c'est juste que quand on y rentre dedans, on est parcouru par une émotion. Alors aussi bien le côté sauveur, je vais sauver le monde, c'est bien impulsé par une émotion de vouloir sauver à tout prix. C'est toujours intéressant de se poser pourquoi, parce que
pourquoi on veut sauver le monde. Peut-être que déjà de sauver une autre personne, c'est déjà pas mal. Quand on est dans le persécuteur, eh ben, c'est qu'il y a une part en nous qui a été victime. C'est un mode de réadaptation. Je n'ai aucune intention de persécuter l'autre. Simplement, ce qui me renvoie dans l'instant T est tellement difficile que je vais devenir le pire des persécuteurs. Je peux être aussi le pire des persécuteurs pour moi-même. Ça, c'est clair. Et la victime, eh ben, soit on se la fait jouer, soit on attire l'autre, soit on ressent l'autre. Donc en fait, tous ces terrains, on voit qu'ils sont encore interactifs. C'est quand on a encore des émotions qui sont attachées. C'est-à-dire si je sens une victime en face, vrai ou pas, hein, psychologique ou vrai, mais que moi ça attire d'office une émotion, ben, ça veut dire que je suis quand même attirée par ces jeux-là. C'est, chacun est responsable de sa vie, de ses choix. Alors, on n'a peut-être pas toujours tout en conscience, effectivement, mais ce qui est joué pour chaque personne est juste pour la personne. Donc, aller dans l'apitoiement de quelqu'un ne l'aidera pas, surtout pas, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, je sympathise avec lui, mais je ne peux absolument pas l'aider. Donc, c'est de lui faire comprendre pourquoi il en est arrivé là, et surtout, quelle est sa demande derrière, qu'est-ce qu'il a besoin de comprendre pour dépasser ce schéma. Donc, chaque fois que vous êtes un petit peu parcouru par une émotion, dans ces trois rôles, ben, ça veut dire qu'il y a une part en vous qui n'est pas guérie. Il y a une part en vous qui réclame encore un peu réclamation. Donc, le petit test que je vous ai fait faire était dans ce but-là, déjà de reconnaître un petit peu les parts qui étaient un peu interactive en vous, donc chacun a trouvé de la victime, du sauveur, du persécuteur, à différents niveaux bien entendu, mais ça veut dire que, alors quand en plus on a un score qui est au-dessus de 50, ben on est très très sensible à ces jeux-là. Ça veut dire qu'on y rentrera à coup sûr, et ça veut dire que quelque part, on est sensible aux émotions, on est très réactif aux émotions. Quand on a un score qui est en dessous, ça veut dire qu'on n'est pas forcément sensible. On va entendre, mais on ne sera pas touché. Alors, je ne veux pas non plus que vous pensiez que de se libérer, on devient complètement inhumain. Bien au contraire, on devient super humain, mais juste dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on n'est plus parasité par des émotions, on va être objectif. On va poser des mots, et dans certains domaines, eh ben, il est important d'être objectif, parce que si on est parcouru par des émotions, on perd cette objectivité, et à ce moment-là, on travaille pour soi, on ne travaille pas pour l'autre, pour le collectif. Et malheureusement, c'est ce que je rencontre aujourd'hui, des gens qui vont me dire ça me plaît pas, j'aime pas ça, et gentiment je leur réponds, mais on s'en fout de vous. Parce que quand on est sur du collectif, on n'a pas à s'occuper de ce que la personne, elle aime ou elle n'aime pas. On a à regarder une vue d'ensemble, il peut y avoir des paramètres qui ne nous plaisent pas, mais nous ne sommes pas à mettre en avant. C'est pas nous le plus important. Chaque fois qu'on se centre sur le centre de notre nombril, on n'est plus dans le monde. On s'est déconnecté de ce monde. C'est ça qui est important. Et revenir à son état de neutralité n'est pas du tout être un robot, c'est juste poser de l'objectivité quand il y en a besoin. Après, ça ne vous empêche pas d'être sensible, et que si quelqu'un part, décède, ou on peut être triste, et c'est tout à fait légitime parce que nous sommes des humains, c'est simplement ne pas se laisser embarquer dedans et ne pas y rester dedans. Hein, avoir des sentiments d'injustice, on va aller travailler pour soi, mais on ne travaillera pas sur le collectif. Donc c'est toujours remettre du juste dans ce que je suis en train de faire, dans le collectif, ou à la personne avec qui je suis en train de parler, mais je me décale de moi. Moi, je le travaille, mais en aparté. Je n'ai pas à le travailler avec les gens, ou à m'imposer, ou à sortir des données qui m'appartiennent. Ça, c'est de l'ego, et on est à côté de la plaque. Ça, c'est vraiment le parcours qu'il faut pouvoir identifier entre son mental, son ego qui est en train de parler, et ses connaissances. Alors, les connaissances nous servent, effectivement, notre ego nous dessert. Parce que dès qu'on se sent blessé, c'est notre ego. Et c'est l'ego qui est attaché à une idée de toute puissance. Je suis le meilleur, je suis au-dessus, et c'est moi on doit suivre tout ce que je dois. Vous voyez que derrière, il y a le rôle du persécuteur. C'est-à-dire, je vais imposer mes idées. Mais on a exactement le même schéma pour le soignant qui va vouloir sauver le monde et qui va dire aux gens, mais il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça parce que c'est bien pour vous.
Mais qui sait si c'est bien pour la personne? C'est toujours prendre un décalage, c'est bien dans ce que je pense, effectivement, mais est-ce que c'est bien pour la personne? Est-ce que c'est bien pour le collectif? Et ça, c'est une dimension où il va falloir se lâcher. Donc, si on reste dans un ego démesuré, on va rester avec ses blessures, on va rester avec ses pensées démesurées, mais on ne travaillera absolument pas pour l'autre et on ne travaillera pas pour le sens commun de tous. Ça, c'est très important. Et dans tout travail en relation humaine, il est important de le capter. C'est qui parle en moi? Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est mon mental? Ou je regarde l'autre si je lui pose des choses objectives. Quand on est dans l'objectivité, on n'est pas forcément, je l'entends, hein, on ne sera peut-être pas perçu forcément comme la personne la plus gentille. Oui, forcément. Mais ça, il faut aller travailler. Pardon. Ça, il faut aller travailler en soi aussi. Le faire plaisir à tout prix. On ne peut pas dire des choses aujourd'hui dans l'idée de déplaire si on est dans cette idée-là. C'est par rapport à soi, mais on ne sera pas objectif. On perd encore notre objectivité. Ce qui est important, c'est de comprendre que s'il y a des choses qui doivent être dites, il faut qu'elles soient dites si c'est dans l'intérêt de la personne ou dans du collectif. Et la question de plaire ou de déplaire, ça c'est à nous. Donc ça, vous le mettez de côté, on s'en fout. Pourquoi vous avez besoin de plaire à tout prix? Pourquoi vous avez besoin de dire des choses? Pourquoi j'ai besoin aussi d'être dans la perfection? Alors tout ça, nous, c'est ce qu'on appelle des drivers. Hein. C'est des modes automatiques qui se mettent en place, mais qui sont juste en reliance avec notre passé, avec notre enfance, tout ce qui n'a pas été résolu. Donc effectivement, les petits drivers, on va en trouver quelques-uns. On a le soi parfait, on a le fait plaisir, on a le fait des efforts, on a le soi fort et le dépêche-toi. Alors, ça fait assez drôle, mais en fait, c'est des modes qui se mettent en route, mais automatiquement. C'est-à-dire que quand il va se présenter un événement, en nous, on le sent, il y a quelque chose qui va se mettre en route. Et on a les mots qui sont attachés. Je vais reprendre par rapport au soi parfait, par exemple. Derrière le soi parfait, quand on nous impulse de faire un travail, d'office dans notre tête se met tout un protocole. C'est-à-dire qu'on est déjà en train de visualiser le projet, on est déjà en train de le faire et on le fait à notre sauce, c'est-à-dire dans notre perfection à nous. Et d'être parfait, ça veut dire qu'on ne peut rien me reprocher. Ça, c'est souvent sous-jacent d'une blessure qu'on a eue, où on a pu se sentir dévalorisé. Et dans la tête, qu'est-ce qui s'est mis en place? Pour ne plus subir la critique, il faut que ce soit parfait. C'est ce que l'enfant s'est imaginé. C'est que c'est sa contre-attaque, si vous voulez. C'est pour éviter de retrouver des choses douloureuses, je vais mettre en place des stratégies au niveau de ma tête qui me font croire que si je suis comme ça, je ne recevrai plus tout ce qui peut être en négatif. Ce ne sont que des illusions. Imaginez que c'est un cerveau d'enfant qui l'a construit. Donc bien sûr que ce ne sont que des illusions, et dans le paradoxe, c'est ce que vous faites vivre encore tous les jours. C'est-à-dire que ce mode d'application, parce qu'il est tellement vieux, vous l'avez mis en place quand vous étiez petit, il se met tout seul, c'est comme la respiration. Vous n'intellectualisez pas de respirer, c'est devenu automatique. Et bien ça, c'est un mouvement automatique. Vous avez un petit driver qui se met d'office en place. C'est toujours parti sur de la défense, hein, attention. Hein. Ces petits drivers que je vous parle sont toujours des résultats ou des réactions de défense par rapport à ce qu'on a pu avoir. C'est bien, c'est pas quelque chose aujourd'hui qui est conscient et pour autant, les gens pensent que c'est un trait de leur caractère. Pas du tout. C'est une réaction, défense ou de protection pour ne plus vivre ce que j'ai pu vivre qui m'a été défavorable. Pour voir par rapport au soi parfait, le soi parfait, on va avoir des modes aussi dans le langage et dans la corporalité. Vous voyez tout de suite quand quelqu'un est dans son moi parfait. Il y a une sorte de fixité des regards, c'est-à-dire qu'il est déjà parti en train de faire son programme dans la tête. Nous avons le corps qui est beaucoup plus rigide, donc le corps parle aussi, hein, la lecture non verbale. Et nous avons des petits mots qui sont assez révélateurs de ce qui se passe dans la tête. C'est voilà, parfait. Voilà. Donc,
Et on le fait tous, hein. Ça veut dire qu'on a tous un petit peu de ces drivers, mais après, c'est juste les contrer et de se dire, je le fais, comme ça doit être fait. Mais la perfection n'est que propre à chacun, parce que moi, ce que je jugerais de parfait n'est pas forcément la perfection de l'autre. Donc, c'est toujours de le faire du mieux qu'on peut. Voilà. Et on lâche après. Voilà, vous voyez, vous avez entendu le mot. Ça, c'est vraiment notre côté très... où on nous a inculqué ça aussi à l'école. Hein. On est des bons petits gendarmes. Hein. Je vous garantis qu'on est parti dedans et on n'a pas tout compris ce que ça avait fait au niveau du cerveau. Donc aujourd'hui, c'est de revenir et de vous lâcher cette pression. Parce que quand vous êtes dans vos drivers, mais la bête est en vous. Quoi. C'est je vais le suivre jusqu'au bout, quitte à me prendre le mur derrière. Parce que quand on est touché dans son moi parfait, on s'écroule. C'est-à-dire que vraiment, là, le burn-out, il y est. Si je me mets des choses de plus en plus, jusqu'à ce que, au niveau du mental, ça pète. Quoi. Le burn-out n'est juste qu'un fusible qui lâche dans la tête. Mais heureusement, parce que peut-être ça aurait été une maladie ou autre chose qui vous aurait peut-être obligé à lâcher la tête, style une démence. Voilà, moi c'est le moyen idéal pour lâcher la tête et pour juste revenir à l'état. Donc des fois merci au burn-out parce que c'est un super révélateur d'un état dans lequel je suis et pour lequel j'en ai pas conscience, mais je suis tout le temps dans ma tête, je suis constamment et de plus en plus, c'est-à-dire que je ne peux plus lâcher. Et j'en arrive au stade où je n'arrive même plus à dormir. Ça va me réveiller la nuit. Voilà. Donc, intéressant de savoir aussi ce que je me fais vivre. Le fait plaisir. Alors, le fait plaisir, c'est vite fait, c'est que quand on a quelqu'un en face de soi, on va être toujours dans le plaire à l'autre, en fait. Donc, on va recevoir une demande, par exemple, est-ce que tu peux venir? Et bien, d'office, si on est dans le faire plaisir, on va dire oui. On réfléchit même pas. C'est qu'après qu'on va se dire, ah merde, j'avais déjà un rendez-vous. Ouais. Et puis, c'est impossible de poser le non. Dans le faire plaisir, on voit bien que ce qui est récurrent, c'est de dire non, parce que dans le non, je peux perdre l'autre. Je peux me retrouver isolée. Je peux aussi ne plus être dans l'amour de l'autre. Donc, je vais tout faire pour rester dans l'amour de l'autre, quitte à m'oublier. Donc là, le faire plaisir, moi je dirais que pour le changer, c'est faites-le si ça vous fait plaisir, mais pas plaisir à l'autre. Vous voyez qu'on est toujours en lien avec l'extérieur. Hein. Les drivers ne sont que des modes de réadaptation face à l'extérieur. Hein. On n'est pas du tout ancré pour soi. C'est toujours j'ai subi des choses, je me suis réadaptée pour plus que ça se produise. Donc pour être le mieux dans la société qui est la mienne, hein, en tous les cas. Et donc c'est le monde d'illusion que l'on sait créer, en tous les cas, et qui n'est absolument pas la réalité. Donc revenir en écoutant un peu tout ça, ça peut être très avantageux pour tout le monde. Fais des efforts. Il faut bien savoir que c'est soit parfait, fais plaisir, fais des efforts, sois fort, dépêche-toi. C'est toujours lié à des injonctions reçues des parents. C'est-à-dire que c'est les parents qui nous ont impulsé déjà ça. À la base, le sois parfait, en fait, c'est les parents quoi, qui nous l'envoyaient. Hein. Mais tu peux mieux faire, tu peux... Voilà. Donc là, on a l'injonction. Nous, on s'est réadapté. Faire plaisir, c'est pareil. C'est aussi, tu peux me faire plaisir, fais plaisir à maman. Vous voyez, on a reçu, étant tout petit, déjà des injonctions. Donc nous, on a juste écouté l'injonction, on s'est réadapté. Mais le problème, on l'a réadapté à tout le monde. Donc, pas cool, quoi. C'est que quelque part, on n'est plus en accord avec toi. Soit, fais des efforts, mais combien de fois on l'a entendu étant gamin? Donc, fais des efforts. Ce qui fait que là, c'est pareil. On va avoir quelqu'un, ça va être une bête du travail, quoi. Parce que je me réadapte à l'injonction, donc je vais aller faire des efforts. Petit bémol, on peut être soit dans un enfant adapté, soit dans un enfant rebelle. L'enfant rebelle va s'appliquer à la lettre à faire ce qui est demandé. L'enfant rebelle, lui, fera l'inverse. Donc, à voir comment on est, c'est-à-dire qu'on est en opposition aux injonctions ou on est en accord parfait aux injonctions. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut vous permettre d'identifier votre mode. Êtes-vous adapté ou rebelle? Le rebelle, c'est vous direz non à tout. Vous posez une objection à tout. C'est-à-dire, oui, mais... voilà. Donc là, vous êtes en mode rebelle
il y a des chances que vous réagissez en inverse. C'est-à-dire quand on vous dit de faire des efforts, vous allez faire l'inverse. Vous allez faire Bob Marley, ça c'est clair. Donc, c'est votre mode de réadaptation. À savoir qu'il n'y a aucun sens ni à s'adapter ni à être rebelle. Il faut être juste avec soi. Ça, adapté aux rebelles, c'est encore des modes d'enfant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous réagissez encore comme des gamins. Il n'y a pas à se rebeller et il n'y a pas à se soumettre. Voilà. C'est juste la partie. Donc le sois fort, combien de fois on l'a entendu, hein, notamment pour les messieurs, je suis désolée, mais un homme doit être fort, il ne pleure pas, et ci et ça. Vous imaginez si un homme est un peu plus dans son côté féminin, il n'a dû pas être aussi bien que ça, à mon avis. Hein. Et le dépêche-toi. Alors là, nous avons une population d'hyperactifs, il ne faut pas s'étonner. Moi, je suis maman, combien de fois au lever, déjà, je lançais à mon fils, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Imaginez que c'est un conditionnement, mais qui prend d'office. Alors, vous avez les deux solutions. Un gamin qui est adapté, vous faites un hyperactif, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête plus. Parce que le bouton stop, il n'existe pas. Et pour autant, il s'est juste adapté à ce qu'on lui a demandé. Hein. Mais imaginez que des années à répéter ça, il a bien compris. À un moment, il faut se dire que nos enfants sont très intelligents, ils sont juste adaptés à ce qui a été dit. Mais par contre, vous avez un enfant rebelle, dépêche-toi, il va le transformer, ça va être Bob Marley devant vous. De tension. Donc vous voyez que nos modes, en fait, dans ce monde, ne sont absolument pas objectifs. On est toujours en adaptation ou réadaptation à ce qu'on a vécu avant, à ce qu'on a reçu en mots, parce qu'on a vraiment écouté. Hein. On est des êtres bien disciplinés, très sages, et on a vraiment tout reçu, et on a mis tout en place. Aujourd'hui, nous sommes juste le résultat de cette éducation, de cette histoire de vie, mais on peut aujourd'hui le prendre en conscience. Est-ce que j'en ai encore besoin de me faire vivre tout ça? Nous avons aussi, nous, ce qu'on appelle des processus scénariques, c'est-à-dire qu'on va avoir des temps, on se donne des temps dans le temps. Donc on a 6 schémas, c'est avant, après, jamais, toujours, presque et sans fin. Donc ça, c'est notre façon d'agir dans le monde. Est-ce que je prends soin de moi maintenant? Hein, et ça, c'est votre indicateur où vous vous dites, écoutez bien ce que vous vous dites. Hein. Est-ce que vous vous dites, bon, allez, je me reposerai après avoir fait mon travail? Donc là, vous êtes en mode après. Ça veut dire jamais, bien entendu. Parce que vu qu'on a toujours quelque chose à faire, le après, on passe en nul. Avant, donc c'est, est-ce que je fais mon travail avant? Mais écoutez vraiment bien. Et c'est mettre le curseur de votre position. C'est quelle position vous vous accordez dans cette vie-là. Est-ce que vous vous passez avant? Est-ce que vous vous passez après? Est-ce que vous vous passez jamais? Est-ce que vous vous passez toujours? Est-ce que le presque et le sans fin? Et ces petits curseurs, vous allez les retrouver aussi dans votre mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a des gens, ils ont presque fini, mais finissent jamais. On a quelqu'un qui a des histoires qui seront sans fin. On a des gens que ça sera toujours la même chose. Écoutez les mots. On a des gens, ça sera toujours après, de toute façon. C'est toujours après. Il y en a, c'est toujours avant. Voilà. Les mots qu'on emploie, c'est là où on se positionne. Et ça, c'est assez rigolo, parce que dans le travail, c'est ce qu'on va retrouver. Hein. Et c'est assez intéressant de voir que finalement, ce sont des curseurs qu'on nous a impulsés et qui sont absolument pas justes aujourd'hui. C'est prenez votre place et positionnez-vous et structurez. Parce que là, c'est de la structuration du temps. Et c'est combien de temps je m'accorde et combien de temps j'accorde à ce que j'ai à faire. Et est-ce que finalement, je l'ai programmé, cette fin? Est-ce que je suis capable d'amener quelque chose jusqu'au bout ou pas? Voyez? Et ça, c'est vraiment le processus qui a été engrangé en nous depuis tout petit. Est-ce que moi, j'ai la vision de pouvoir terminer quelque chose ou pas? Est-ce que peut-être parce qu'on m'a dit que j'étais trop nulle et que j'y arriverais jamais? Donc, vous voyez, ça peut résonner aussi. Et c'est des gens, on a vraiment typiquement tous les cadres et
Et c'est de comprendre, ben, est-ce que je suis dans la capacité d'amener, est-ce que je suis dans la capacité de finir, est-ce que, est-ce que je vais toujours trouver des excuses pour pas le faire, est-ce que je vais au contraire tout faire avant et puis pour moi j'aurai plus de place. Vous voyez, c'est la dénomination du temps. Et en fait, c'est ce que nous, on appelle les scénarios de vie. Donc les scénarios de vie, c'est des schémas qu'on a écrits étant petit et qui sont nos idéaux. C'est-à-dire, on s'est programmé un idéal et que dès que notre cerveau s'est mis en route, en fait, hein, de façon logique et concrète, et ben on suit ce petit scénario. C'est-à-dire qu'on l'a écrit avec tout ce qui était notre protection, avec tout ce qui était notre mode d'action ou d'interaction, et on va le suivre. Alors, on bascule dans ces scénarios simplement parce que ce qui va être présenté va nous réveiller cette part qui est écrite en nous. Donc, écoutez votre petite voix à l'intérieur, écoutez ce que vous dit votre mental, parce que pour le coup, c'est bien votre mental qui vous parle. On n'est pas dans la schizophrénie, mais pas loin. Mais c'est lui qui vous dicte en tous les cas. Non, mais chez moi, on fait jamais ça. Vous voyez, ça, c'est... Et typiquement, c'est inscrit dans notre mental. Ce n'est absolument pas une vérité objective, c'est la vôtre. Donc, c'est d'aller les revoir. C'est aujourd'hui, est-ce que j'en ai encore besoin? Est-ce que j'ai encore besoin de me faire vivre des trucs pareils? Surtout qu'à savoir, vous les avez écrits entre 0 et 6 ans. Donc, peut-être qu'il est temps de les lâcher ou alors simplement accepter que vous revivez ou que vous êtes toujours dans ce cap de 0 à 6 ans. Donc, un enfant que vous n'avez pas évolué. Donc, l'état d'adulte s'acquiert quand on a l'objectivité, la neutralité, c'est-à-dire qu'on n'est plus phagocyté par ses émotions, qu'on est devenu libre de ses souffrances. Émotion égale souffrance. Point barre. Après, les émotions sont saines, parce que quelqu'un qui me marche sur le pied, effectivement, je ne vais pas être contente, mais je lâche l'émotion dans l'immédiateté. C'est-à-dire que je n'en parlerai pas dans 15 ans, et ça ne va pas réveiller non plus tout ce qu'il y a derrière en injustice. Donc c'est ça que je veux parler. Bien sûr que dans l'instant, on peut vivre une émotion. Le tout, c'est de la vivre justement et de la laisser partir. Mais quand elle est attachée à tout un dossier derrière, notamment sur la colère par exemple, sur toutes les injustices, et bien là, c'est qu'on n'est absolument pas libre. On a tout le dossier d'injustice et il faut remonter à la base. Quand on est sur la tristesse, c'est pareil. Si je vis quelque chose de triste, mais que ça va me relier à toutes les tristesses, ça veut dire que je ne suis pas libre. On est vraiment là-dedans. Quelque part, c'est qu'on n'a fait aucun deuil. On traîne toute notre tristesse depuis notre création, ou on traîne toute notre colère depuis notre création. Donc les deuils ne sont pas faits. Point barre. Donc à un moment, c'est juste de se poser la question, est-ce que j'ai encore envie de me traîner tout ce que j'ai pas réglé? C'est juste ça, quoi. Parce que dans votre vie présente, c'est ce que vous faites jouer. Donc, moi aujourd'hui, j'aimerais dire, on s'en fout, c'est passé. Ok, on peut juste accepter ce qui est passé, même si ça m'a pas plu, mais c'est passé. Et puis c'était surtout, et je peux pas le changer. Donc, ok, voilà. Je peux passer à autre chose. C'est que tant que je reste bloqué, je peux pas passer à autre chose. Je suis saturée dans mon mental parce que lui, il tourne en boucle avec ça. Donc comment je peux acquérir d'autres choses? C'est tout juste pas possible. Mon cerveau est déjà encombré. Donc, c'est pas possible. Donc après, on va avoir différents, ce qu'on nous on appelle donc les jeux, hein, des jeux courants hein, au niveau psychologique, c'est-à-dire que l'autre va nous jouer, parce qu'on joue des rôles hein, dans la vie, il va jouer des rôles, il va nous jouer des choses devant nous, pour attirer une émotion tout simplement hein, chez nous. Et à partir du moment où il attire une émotion, c'est ok, c'est ouvert, c'est que, vous voyez, on est devenu sympathique. Mais même des fois une émotion de colère, ça veut dire que quelque part, on n'est pas indifférent, donc c'est ok. La colère de l'autre me montre que il y a de l'intérêt. Sinon, on ne réagit pas. Donc des fois, attirer la colère de l'autre, c'est aussi attirer l'amour, hein, parce que si l'autre se met en colère, c'est bien qu'il m'aime, finalement, quelque part. Ça peut faire partie de mes schémas. Donc on aura un jeu qu'on appelle la jambe de bois. Donc c'est le joueur en fait qui va toujours nous parler de ce qui va pas, hein, de son asthme, qu'il n'a pas de diplôme, qu'il est infirme.
entre guillemets, excusez-moi, le Calimero, vous voyez qu'il le met toujours en avant. Ah bah, c'est pas de ma faute, hein, voilà, c'est pas de ma faute. Et surtout, ce qui renvoie en disant ça, c'est pas de ma faute, c'est qu'on peut pas compter sur lui, hein. C'est pas la peine, hein, il n'a pas de capacité. Derrière ces discours-là, hein, c'est des gens qui ne veulent pas prendre de responsabilité, hein, qui n'ont pas la capacité pour résoudre les problèmes. Et ces gens-là, de Calimero, là, hein, toujours à se plaindre, à se mettre en avant, ils se font passer pour des victimes, mais bien souvent ce sont des grands persécuteurs, parce qu'ils vont imposer leur infirmité quelque part. Ils vont imposer le fait de ne pas avoir de diplôme, ils vont imposer, voyez, ils vont s'imposer. C'est ce qu'on appelle la jambe de bois. En fait, c'est utiliser des choses qui sont vraies en soi, mais les mettre en avant comme si, bah oui, mais moi je peux pas faire, je peux pas, quoi. Mais, ah bah oui, toi avec tes diplômes, voilà. Et ils deviennent des vrais persécuteurs. Hein. C'est le nombre de personnes qui ont une infirmité et qui persécutent après les autres avec. Donc de la victime, ils deviennent le persécuteur. Donc quand on a ces gens-là en face, bah, tout simplement, c'est de changer de sujet. Quand ils commencent à nous parler de quelque chose, ok, c'est de revenir à un état neutre, c'est-à-dire je ne rentre pas dans le discours et renvoyer à l'autre justement, puisque c'est des gens qui n'assument pas leurs responsabilités, c'est de leur renvoyer, bah, qu'est-ce que tu comptes faire? Et pas de retrouver de solution. Parce que ça, c'est facile. On aurait tendance. Le sauveur en nous peut vouloir aller sauver. Non. Repositionnez-vous dans l'adulte. Oui. Qu'est-ce que tu comptes faire? Voilà. On peut aussi leur demander, eh ben, il me semble que tu as décidé qu'il n'y a pas d'espoir. Mais c'est de les renvoyer à leur choix. C'est ce qu'ils sont en train de dire. En fait, on leur renvoie ce qu'ils sont en train de dire. Mais surtout, on n'a pas de solution. Et puis si on leur en trouve, en fait, on les entretient. Donc, c'est pas le but. C'est que chacun reprenne sa responsabilité dans la vie. Alors, une autre, c'est la scène, c'est l'engueulade. Alors, le joueur évite un problème ou la solution du problème en créant distance, confusion et bruit entre lui et son interlocuteur. Il cherche en fait à se mettre dans un retrait colérique pour éviter l'intimité. De son rôle initial de persécuteur ou de victime, il passe un rôle de victime ou de persécuteur sans jamais passer en sauveur. Donc, pour arrêter, c'est simplement crier « pouce, stop ». Ça, c'est de l'enfant. Ça nous demande de nous repositionner dans l'enfant et reformuler le problème. On revient dans l'adulte. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va toujours... il y a un problème, mais je fuis le problème. C'est que si on lui le met devant, il va fuir, mais dans une colère. Donc la colère est aussi, c'est la poudre de perlimpinpin pour justement éviter d'aller dans le problème. Donc quand on a quelqu'un comme ça, en fait, c'est qu'on a touché dans le vif, on n'est pas à côté de la plaque. Par contre, le fait de mettre cette colère ou je fuis, empêche d'aller à la problématique. Je ne veux pas aller le voir. Et ce sont des gens qui inversent la situation, qui après vont revenir en nous posant comme des persécuteurs ou en nous trouvant quelque chose qui ne va pas. Parce que donc on voit bien que c'est très stratégique, mais c'est surtout pour ne pas rentrer dans leur propre problématique. Donc surtout ne pas rentrer dans le jeu. C'est-à-dire, ok, il part, il s'enfuit, ma part. Et quand il revient sur ce sujet-là, c'est pas mon problème. Donc c'est de le remettre dans sa responsabilité. Ou de lui faire, bon, si vraiment il y a trop de colère dans l'instant T, effectivement on fait stop. Moi je joue pas. Point barre. Donc là, à la limite, vous pouvez sortir du jeu. Et il ne sera pas tellement content parce que c'est le sien. Sinon, quand la personne revient dessus parce que c'est la même problématique, ben là, c'est de dire, moi, je repars pas dans cette problématique. Visiblement, tu n'as aucune envie d'en parler, donc je repars pas dessus. Voilà. Et là, on se positionne en neutre. Parce que il faut qu'ils assument leur choix.
Un autre jeu, maintenant, je te tiens salaud. Alors, le joueur qui cherche à avoir son interlocuteur, c'est bien qu'il n'aura pas à penser à ses propres problèmes. Il cherche, en fait, par ce triomphe, à cacher un sentiment profond d'échec. Dans son rôle initial, le persécuteur ou de victime, il passe à un rôle de victime ou de persécuteur. Pareil, hein, là, il ne faut pas rentrer dedans. Hein. Stop. C'est vraiment la personne qui va toujours essayer de trouver des fautes en nous, alors que c'est encore pire chez eux. Donc là, pareil, stop. Voir les jeux, eh ben, c'est déjà de ne pas y rentrer. Mais je dis pas que de temps en temps, on n'y rentre pas dedans, parce que les gens, ceux qui sont en face, ils poussent, hein. Ils poussent, ils poussent, ils poussent. Le jour où vous saurez que vous ne serez plus en prise à des jeux, bah, c'est quand l'autre, il s'amusera devant vous et que vous, ça vous fera rien. Voilà, ça sera ok. Mais c'est tellement nébuleux qu'on y rentre des fois sans s'en rendre compte. Par contre, quand vous vous en rendez compte, faites un repli. Non, stop. Stop, cette discussion ne me convient pas. Bon, parlez à vous, quoi. C'est stop. C'est de vous que vous parlez. Et en plus, elle est stérile. Donc, on aboutira à rien. Rien. Donc après, on a aussi donne-moi un coup de pied. Donc c'est un joueur qui fait un monde de ses fautes, de ses accidents, se tenant que ça n'arrive qu'à lui. C'est encore un Calimero en puissance. Donc c'est de pas rentrer, pas cautionner. Donc si vous cautionnez, c'est mort. Par contre, il peut y avoir un vrai besoin de réconfort. Donc on peut quand même essayer de réconforter, mais après de remettre les gens dans leur chemin. Le sauveur aussi, j'essaie seulement de t'aider. Ah, quand vous entendez ça, fuyez. Personne ne peut vous aider à part vous. Vous voyez, c'est les façons de fonctionner des gens. Et ils le disent en plus. Hein. Là, vous avez un beau sauveur en puissance. Ou alors, regarde ce que tu m'as fait faire. Regarde ce que tu m'as fait faire. Je pense qu'on n'a pas pris la personne, on n'est pas rentré dans son corps, on ne l'a pas fait à sa place. Mais pour éviter d'assumer cette responsabilité, c'est ce qu'on a dit qui lui a fait faire. Non. La responsabilité, elle commence quand moi, j'entends quelqu'un et je dis ok, c'est ok pour moi, je le fais. Mais là après, c'est moi qui assume. Parce que c'est moi qui l'ai fait. C'est pas l'autre. Donc, vous voyez qu'on est toujours sur les parts de responsabilité. Hein. On a la personne qui va chercher tous les défauts des autres. Donc, les défauts des autres, eh ben, c'est pour juste éviter de voir les siens. Donc, ça, c'est clair. Donc, souvent, on a un ego démesuré. Hein. C'est moi qui suis le meilleur. Donc, forcément, je vais chercher ce qu'il y a chez l'autre. Hein. Les gens aussi qui vont nous inciter à nous battre. Battez-vous. Battez-vous. Donc ça, c'est des gens qui sont juste impulsés par des sentiments d'injustice profonds, mais qui envoient les autres. Moi, je vais rester en arrière, on ne sait jamais. Parce que si le vent il tourne, moi, je pourrais me retourner. C'est Dame Girouette. On a le pardonne-moi. Alors lui, il fait que des imbécilités. Oh, pardonne-moi, j'avais pas vu, j'avais pas compris, j'avais pas si. C'est encore un Calimero derrière. Hein. Ou alors le je te pardonne, hein, parce qu'on a aussi des dieux, on a des dieux sur terre. Je te pardonne. Quelle grandeur d'âme. Et vous voyez que tous nos modes d'expression sont typiquement liés au jeu qu'on se fait jouer. Donc c'est à nous aujourd'hui de nous écouter quand on parle. Alors pas tant l'autre, mais nous simplement, pour essayer de repérer, mais qu'est-ce que je me fais jouer, comment ça vibre en moi, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Bon, j'espère avoir été assez claire sur ce petit, cette petite vidéo pour nous reprendre un petit peu, parce que c'est vraiment typiquement lié sur le mode de communication, que ça a peut-être pu faire germer chez vous des choses et des compréhensions, vous avez pu peut-être vous voir et voir les autres. Rentrez pas dans les jeux, essayez de rester dans cette neutralité. Par contre, écoutez ce que ça vous fait vivre. C'est-à-dire quand vous avez des personnages devant vous qui jouent ces jeux-là, comment ça vibre en vous? Est-ce que vous vous sentez en colère? Comment vous vous sentez en fait? Et c'est de revenir sur cet état de fait. Ça veut dire qu'il y a encore une part en vous qui est réactive au mode de communication de l'autre. Et c'est pas anodin, hein, vous savez, la société marche comme ça depuis très longtemps. On attire l'autre dans ce qu'on veut. Donc pour l'attirer, j'attire dans l'émotion. Une fois qu'il est dedans, c'est ok. On est passé. Voilà.
Je vous souhaite une très belle journée, de très belles conscientisations. N'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse de nouveau échanger et continuer ce parcours de conscience. Et je vous dis à très bientôt. Merci.